le titre de la conférence, Lutter ensemble, racisme, sexisme, spécisme. On va voir ensemble qu'il y a effectivement des liens, des passerelles entre ces différentes luttes. Merci beaucoup à Kaya qui va animer cette table ronde. Et pour en parler, on a donc Franck Adandé qui est entrepreneur et fondateur de Vegan Tourist Paris. Merci beaucoup à toi d'être là et aussi pour tous les événements, tout ce que tu crées et organises. Et Kanita, aux côtés de Kaya, donc, qui fait également partie du DOVJ Fasol, militante et membre du DOVJ et bénévole aussi à côté. Elles ont pas mal œuvré aussi à côté de L214. Bonne écoute et à toi la parole, Kaya. Merci beaucoup. Merci. Alors, cette table ronde a pour but de montrer que les luttes contre le racisme, le sexisme et le spécisme ne sont pas isolées ni concurrentes, mais profondément liées. Elles reposent sur des mécanismes similaires, hiérarchiser les êtres, justifier la domination, invisibiliser les souffrances. En réunissant des voix engagées dans ces différents combats, on souhaite éclairer les ponts entre ces luttes, comprendre leurs points de friction, mais aussi leur puissance commune. L'objectif, c'est d'inviter chacun et chacune à élargir sa réflexion éthique, à adopter une posture cohérente et à reconnaître que lutter pour une seule justice, c'est déjà lutter pour toutes. Donc aujourd'hui, on va mener cette réflexion avec Kanita, cofondatrice du festival DOVJ Fasol, militante végane et féministe, DRH dans une grande entreprise, et Franck, influenceur, créateur d'initiatives comme la Vegan Tourist Map, activiste antispéciste et antiraciste. On va parler peut-être un petit peu de votre parcours déjà. Kanita, tu es féministe, végane, racisée. Peux-tu nous raconter comment ces combats se sont entremêlés dans ta vie ? Bonjour à tous et à toutes, que je n'ai pas croisé déjà quelque part sur le festival. Alors, comment ça s'est entremêlé dans ma vie ? Pour faire assez court, après on peut élaborer plus tard. Mais en effet, en tant que femme, en tant que personne racisée d'origine asiatique, j'ai pu vivre ou observer autour de moi beaucoup d'injustices. Et en fait, sans vraiment chercher, j'ai trouvé à ces injustices, j'ai trouvé qu'il y avait une racine commune vraiment. Et une fois qu'on comprend ce système de hiérarchisation qui est basé sur rien, ce système de domination, juste on comprend que c'est intolérable et qu'on peut plus la tolérer, peu importe qui elle vise, que ce soit des personnes qu'on va hiérarchiser en fonction de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leurs origines, etc. Ou alors les animaux. Merci pour ta réponse. Et toi, Franck, comment est-ce que tu as fait le lien entre antiracisme, véganisme et activisme culturel ? Alors il y a effectivement du coup cette comme Kanita le fait en fait quand j'ai commencé à devenir vegan et que je me suis rendu compte que c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que ça devrait être comme ça. Et que en fait, du coup, on tombe dans une sorte de gouffre. On dit, en fait, est-ce que tout le monde n'est pas en train de faire n'importe quoi ? Et ça concerne les proches, les amis, etc. Et là, en l'occurrence, c'est le fait de participer à l'exploitation animale et voilà toutes les souffrances que ça engendre dans la pêche, l'élevage, etc. Du coup, ça ouvre beaucoup le champ des pensées parce qu'on se dit, ok, donc si même des personnes qui sont de base bien intentionnées ou très proches de nous sont capables de faire ça, ça veut dire que potentiellement il y a des injustices et des choses à revoir un peu partout. Donc au début j'avais une approche très, on va dire, orientée sur la consommation, sur la question, c'est-à-dire ok, donc peut-être que je devrais consommer commerce équitable, etc. Donc ce que j'ai commencé à faire, etc. Je me suis renseigné sur l'esclavage moderne des enfants dans les productions de cacao en Afrique de l'Ouest, ou des femmes en Inde sur la décortication des noix de cajou, et comment en fait du coup ces logiques néocoloniales continuent d'exister. Et ensuite c'était finalement assez récemment avec d'autres penseurs, penseuses, créatrices de contenu comme par exemple Mangeuse d'herbe,
Charlotte sur Instagram, qui est guadeloupéenne, végane et afro-féministe et antispéciste décoloniale, qui fait le lien notamment entre comment l'alimentation a été utilisée par les colons et par les esclavagistes pour détruire le corps des personnes esclavagisées, le corps des personnes noires, en leur faisant manger n'importe quoi, en gros. C'était souvent, par exemple, les restes de viande de mauvaise qualité qu'on donnait aux esclaves. Et aujourd'hui, ça va se traduire aussi par l'expansion, par exemple, de KFC en Afrique, ou l'exportation de restes de poulets qui sont pas consommés par les Européens et les Américains en Afrique, ce que les Béninois vont appeler donc les habitants du Bénin vont appeler le poulet morgue, qui est exporté en Afrique pour du coup qui va être à très bas prix et qui va donc perturber l'économie locale. Voilà. Donc entre autres. Juste pour rebondir sur ce que disait Franck, j'avais lu une étude là-dessus, fait un article sur le mouvement aux États-Unis de Black Veganism, où là-bas, parce qu'ils ont réussi à comprendre ce lien, je crois qu'il y a 8% des afro-descendants aux États-Unis qui sont véganes, contre 3% sur la population globale aux États-Unis, parce que justement, le fait de faire ces liens, de ce qu'on parle, du sujet du jour là sur la convergence des luttes, ça permet d'ouvrir toutes ces portes. Et moi, l'une des choses qui m'avait vraiment frappée, alors que j'étais pas vraiment végane, c'était une vidéo sur un enseignant qui était devant ses étudiants. Je pense que c'était un enseignant universitaire. Il y avait pas mal de jeunes adultes devant lui. Il disait, mais vous savez, il y a quelques années, avant l'abolition de l'esclavage, tous les afro-descendants qui êtes là ici, vous ne seriez pas présents parce qu'il était admis que vous étiez inférieurs quelque part. Les femmes, s'il n'y avait pas eu tout ce qu'on connaît sur le droit de vote, le droit de propriété, etc., il était admis que vous étiez exclus de plein de choses, de l'éducation, et c'était normal. Et on retrouve ce système de dire, même sur les homosexuels, il y avait des débats sur le mariage pour tous, et c'était normal à une époque de trouver que l'homosexualité, ça a été dépénalisé très récemment. Et quand on se rend compte que tous ces systèmes de domination, aujourd'hui, on se rend compte que il est admis légalement et démocratiquement, que c'est infondé, et en fait, on fait la même chose sur les animaux. Et là, c'est une vraie porte de dire, c'est basé sur rien. Et à l'avenir, on espère que on pourra dire aussi que c'est démocratiquement et légalement admis que on ne devrait pas faire de mal à une vache ou pas plus qu'un chien. Ou voilà. Pour rester un peu sur les personnes racisées, on voit qu'il y a quand même un manque de visibilité de ces personnes dans le véganisme. Qu'est-ce que ça révèle ? En fait, je pense que il y a dans la même idée, paradoxalement, de l'animalisation. Donc, c'était dans une conférence que j'avais vue, dans laquelle il y avait Kautar Archi, qui est une autrice féministe et antispéciste, qui avait théorisé le concept d'animalisation et d'humanisation. Et dans cette théorie, en gros, elle disait que animaliser et cette frontière un peu artificielle qui est créée entre les humains et les autres animaux, parce que les humains sont des animaux, c'est une façon de renvoyer donc les animaux dans une sphère au-delà de ce qui est considérable moralement, et donc dans une sphère dans laquelle on peut se permettre de faire n'importe quoi, de les exploiter, les tuer, etc. Et donc, de la même façon que ces animaux vont être spécisés ou animalisés, il va y avoir, on va choisir, quels êtres humains vont aussi se rapprocher de cette sphère de l'animalisation. Et donc, dans l'imaginaire colonial, ça va être du coup les personnes noires qui vont être rapprochées du singe. Donc, par exemple, il y avait elle avait donné l'exemple de ce qu'on appelait la Vénus noire.
Saartjie Baartman, qui était né en 1789, qui était un sujet d'exposition coloniale, donc dans ce qu'on appelle maintenant les zoos humains, et donc a été toujours comparé avec des traits simiesques. Et donc, pardon, je vais revenir à ta question. J'ai une façon de penser qui est un peu en arborescence. Oui, peut-être. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, je pense ce que certaines personnes qui prétendent défendre, oui, la cause animale, vont parler de barbarie et souvent en associant un peu à une forme de bestialité, d'animalité, une partie de la population qui n'aurait pas accès à à la morale, l'empathie. Et par exemple, pour l'extrême droite, dans le viseur, ça va être les personnes musulmanes ou arabes. Mais de façon générale, ça va être, je pense, les personnes noires vont être peut-être, de façon plus ou moins consciente, considérées comme moins dignes de moralité ou de façon générale. Oui, les personnes blanches vont être considérées comme à l'inversement, les personnes plus humaines. Mais c'est pas, parfois c'est des biais qui sont plus ou moins conscients et après on peut les voir par exemple dans la façon où on vous présente une vingtaine de personnes véganes militantes. Et en fait, les gens ne vont pas se rendre compte, mais quand c'est une liste avec que des personnes blanches, en fait, ça renvoie à l'image aussi pour les personnes racisées que en fait, ça c'est un sujet qui ne me concerne pas parce que apparemment c'est réservé aux personnes blanches. Et donc même moi, si je faisais un effort dans ce sens-là, on me reconnaîtra toujours pas de façon. J'aurais toujours pas ma place. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de conscientiser ça et pas forcément dire ok, il faut absolument trouver un quota, United Color of Benetton, il faut une blanc, un noir, mais juste conscientiser ça et se dire que c'est important pour certaines personnes d'avoir la représentation. Je sais par exemple Charlotte de Mangeuse d'Herbe, c'est quand elle a rencontré une autre personne végane afroféministe en Guadeloupe que ça l'a inspirée. Quand elle a fait des liens avec ça, j'avais une autre personne que j'avais rencontrée aussi qui m'avait dit que c'était avec des actions que je faisais et en suivant mon contenu que ça l'a aidé d'avoir de la représentation. Donc c'est aussi une question de pouvoir s'identifier. Kanita, dans ta présentation, tu as évoqué le féminisme. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail des liens entre le patriarcat et le spécisme ? Quand on pense le sujet, on se rend compte que le patriarcat, le spécisme, dans les deux systèmes, on parle d'exploitation de corps, parce que ce sont des corps féminins, et donc d'exploitation avec un système de domination, d'absence de consentement, etc. Et donc on a ce sexisme qu'on peut constater auprès des humains, et même au sein des animaux, on voit que les corps des animaux, des femelles, sont 2 fois plus exploités parce qu'elles sont reproductrices et parce qu'elles sont perçues comme des ressources. Contrairement où là, j'ai envie de dire, heureusement pour eux, les animaux mâles souffrent moins, et on peut faire un parallèle avec les humains. Là, j'avais pris des petites notes pour donner des chiffres, parce que vraiment, quand on se penche sur le sujet, on se rend compte que c'est assez énorme. Mais il y a chaque année 80 milliards d'animaux terrestres qui sont élevés puis tués pour la consommation humaine. Et donc, on atteint ce niveau de chiffres parce que on a derrière des corps de femelles qui sont utilisés comme des industries à reproduire, et c'est clairement pas naturel.
Et donc derrière vraiment la viande et tout ce qu'on peut consommer derrière d'origine animale, on a cette utilisation de corps féminins parce que ce sont des machines à reproduire et pas parce que ce sont, on les considère pas comme autre chose que ça. Mais si on part en dehors des animaux terrestres, si on va sur les élevages sur les œufs, c'est terrestre, mais on sait qu'avec les sélections génétiques qu'il y a eu auprès des poules pondeuses, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, elles pondent plus de 300 œufs par an, là où elles devraient en pondre naturellement 15 à 20. Donc forcément derrière, elles ont développé des maladies. Leur existence même, en fait, est une vie de souffrance. Et puis, elles sont tuées très tôt. Sur l'industrie laitière, on sait tout ce qu'il y a derrière sur les inséminations forcées, le fait de les forcer à avoir des petits veaux. On sait qu'elles sont séparées de leurs petits veaux très rapidement. Là aussi, il y a des sélections génétiques qui ont été faites pour qu'elles puissent produire 4 fois les besoins en lait d'un veau, en fait. Elles produisent 4 fois plus que ce qu'elles devraient produire. Si on va sur les truies dans les élevages, toute leur gestation, elles les vivent en cage. Elles vivent des inséminations répétées. Les porcelets, ils sont retirés dès la naissance également. Et puis même leurs petits porcelets qui vont essayer d'aller allaiter leur mère, elle est toujours dans la cage, elle peut pas bouger. Des fois, elle tue ses enfants parce que elle les écrase. Et c'est vraiment la majorité. Les cochons, c'est 95% des cochons qui sont élevés en élevage intensif. Et donc voilà, quand on se rend compte que ce système d'exploitation des corps féminins, des femelles, est reproduit aussi bien si on parle des animaux humains que des animaux non humains, on peut pas lutter contre les violences patriarcales en général sans aussi dénoncer l'exploitation qu'on fait auprès des femelles parce qu'elles sont vues comme reproductrices et voilà. Alors juste pour info, le terme technique c'est la zootechnie, le fait de vouloir à tout prix gagner en productivité en manipulant la génétique ou l'alimentation ou la reproduction des animaux. Voilà, petit moment scientifique. La zootechnie. Z-O-O. Technie. Si vous voulez briller en société, voilà, petit terme que je vous aurez appris aujourd'hui. Mardi à la machine à café. Tout à fait. Et en parlant de machine à café, on va parler un peu de ton travail. Toi, tu es DRH. Et est-ce que tu arrives à faire vivre tes valeurs d'inclusion, d'antiracisme, de féminisme et d'éthique animale dans ton travail ? Est-ce que tu fais de la propagande dans le végane et woke ? Elle dirait que oui. Alors déjà, de base, je fais en sorte de créer un environnement qui est ouvert et inclusif sur tout un tas de sujets où les gens doivent se sentir à l'aise d'exprimer ce qu'ils veulent et d'être ce qu'ils veulent à tous les niveaux sur plein de sujets différents. Donc la plupart des salariés, ils savent que je suis végane, que je suis militante, que je suis féministe. J'ai d'ailleurs formé l'ensemble des collaborateurs. J'en ai 350 et je les ai tous vus par groupe de 20 pour les former sur la non-discrimination. Et quand on parle de discrimination, c'est quoi ? Et qu'est-ce qui est tolérable et pas tolérable ? Qu'est-ce qui est légal ? Mais qu'est-ce qui est au-delà du légal, juste pas tolérable et pas approprié au sein de l'entreprise ? Après, je peux pas aller au-delà, mais on a évoqué tous ces sujets. Je fais en sorte de glisser des messages antispécistes, même si c'est pas écrit dans le code du travail sur la non-discrimination. Donc c'est pas forcément militant au sens classique, mais c'est essayer de semer des petites graines en expliquant, en montrant. Et voilà, je suis dans un univers très industriel, donc voilà, c'est un environnement qui peut être assez rigide. Mais voilà, l'idée c'est d'ouvrir les sujets et de semer des petites graines dedans. Après, j'arrive quand même à amener de l'éthique animale quand on a des événements qui doivent être organisés pour les salariés, les collaborateurs, des séminaires, etc. Ma porte d'entrée là-dessus, ça va être plus l'impact environnemental parce que le bien-être animal, c'est encore un peu compliqué. Donc mes arguments, c'est de dire, bah oui, mais si on commande 100% vegan le repas, l'impact environnemental, ça fait joli par rapport à la RSE, etc., etc. Voilà. Derrière, ils savent très bien qu'il y a le côté militantisme vegan. Mais voilà, encore une fois, il y a plein de combats qui sont liés et juste ça fait sens. Et puis, c'est ma façon aussi de faire manger vegan très souvent mes collègues. Voilà. Merci pour ce que tu fais, ton travail. Alors, on parle depuis tout à l'heure un peu du lien qu'il y a entre les différents combats, le féminisme, l'antiracisme et tout ça. Mais comment est-ce qu'on peut amener les gens
du coup, à prendre en compte la cause animale dans leurs autres luttes. Franck. Moi, souvent, le sujet de la cause animale, j'essaie de l'amener quand il est vraiment opportun, c'est-à-dire ou alors de faire en sorte que la personne va lui poser la question, parce qu'on va aller au même endroit où je proposais un resto vegan, et en général, c'est la personne qui va commencer à ouvrir la question. Du coup, toi, t'es vegan, pourquoi? Et souvent, quand c'est des personnes qui, du coup, engagent la conversation, ça va elles vont être beaucoup plus ouvertes à recevoir un discours qui va pas forcément les brosser dans le sens du poil. Du coup, oui, je reviens sur cette question souvent de hiérarchisation arbitraire qui fonctionne à peu près pour voilà toutes les luttes, pourquoi, et dénoncer toutes les formes d'oppression racistes, LGBT-phobes, etc. Ensuite, on peut aussi se pencher sur des exemples plus concrets, évidemment. J'avais une collègue quand j'étais en études d'architecture. J'avais une collègue qui était brésilienne, qui se disait écologiste, aimait les arbres. Mais je lui disais, comment tu fais pour concilier ça avec le fait de consommer des produits d'origine animale, puisque c'est le facteur, c'est la raison pour laquelle on brûle l'Amazonie, pour laquelle on dépossède les autochtones de leur terre ancestrale, pour planter des pâturages et du soja qui va ensuite nourrir non seulement les animaux sur place, mais aussi qui va être exporté dans le monde, notamment en France, pour nourrir les volailles qui sont quasiment toutes nourries au soja brésilien. Donc, essayer de faire des liens comme ça avec ce qui les tient à cœur, et les problématiques que soulève l'exploitation animale. Comme Kanita, t'avais parlé du lien avec l'exploitation des femelles, notamment dans l'industrie laitière. C'est d'autant plus parlant. Je sais que ma sœur, quand elle était enceinte et quand elle a eu son enfant, c'était d'autant plus parlant pour elle de dire, ok, genre, si t'as un lien qui est à son enfant qui est tellement fort, c'est facile pour elle de ressentir l'empathie pour une vache à qui on lui arracherait son petit. Voilà. Kanita, est-ce que tu souhaites rebondir là-dessus? Je rejoins sur le fait de trouver un angle d'approche qui est parlant. Et en effet, c'est un très bon exemple. Et moi, j'ai une amie qui est devenue végane en voyant une vidéo d'une vache qu'on séparait de son petit. Et elle venait d'avoir une petite. Et moi-même, quand j'explique à ma fille que j'ai allaité quand elle était bébé, qu'est-ce que t'en penserais si on prenait le lait de maman pour le donner à quelqu'un d'autre qui n'en a pas besoin? Juste, elle comprend pas, quoi. Il y a un sujet que j'ai découvert assez récemment en plus, sans vraiment chercher, sur la triangulation raciale, et j'ai trouvé ça dingue. Et c'est une espèce de hiérarchisation comme on va faire sur les animaux et qu'on va utiliser en fait pour asseoir le système de domination. Aux États-Unis, ils ont beaucoup fait ça sur les Nibos américains en les mettant un peu en valeur, en disant que en gros c'était des bonnes minorités raciales. Racial, j'aime pas tellement le mot. On sait qu'il n'y a pas de race à proprement parler, mais il demeure des races sociologiques, etc. Bref. Mais voilà, ils ont utilisé ça aux États-Unis, beaucoup, de mettre en avant cette minorité, les Nipos américains, pour après dénier des droits légitimes à des Afro-Américains. Et c'est un peu comme on va attendre en France aussi de dire, on entend un peu ce truc sur la communauté asiatique.
On peut être des bons immigrés, on peut être des bons descendants d'origines différentes. Mais le fait d'utiliser ça et de dire ah bah oui, ils travaillent bien ou ils font pas de bruit. L'autre jour sur le Nouvel An chinois, j'ai entendu, bon on va pas faire de débat politique, mais j'ai entendu quelqu'un au journal qui disait ah bah voilà, il y a eu le Nouvel An chinois, c'était bien, c'était festif, il n'y a pas eu de voiture cassée. Il n'y a pas eu de je sais pas quoi, mais quel est le sujet en fait? Tout ça pour appuyer un système de domination et pointer du doigt d'autres minorités et faire cette hiérarchie et appuyer ce système de domination qui est juste ridicule et qui fait pas de sens. Et c'est un petit peu comme mon chien il me ramène ma balle, c'est chouette, il est bien, l'autre il me ramène pas ma balle, voilà il est moins bien, il est moins important dans la hiérarchie, il est plus bas, donc il va subir plus de domination. C'est un jeu on va dire des personnes qui ont le plus à gagner à ce que la société et la hiérarchie restent telle qu'elle est. C'est de créer du coup des divisions au sein des personnes minorisées et dans lequel malheureusement y a, des gens peuvent rentrer dans le jeu en se tirant des balles dans les pattes. Je sais que voilà, j'ai un ami qui est vegan et des fois il est afro-descendant et des fois d'autres personnes noires lui disent mais t'es vegan mais c'est pas un truc de blanc ça, tu vois. Et du coup c'est oui une façon du coup de encore une fois ça c'est une intégration, enfin c'est du racisme intégré de dénier du coup aux gens de ta propre communauté la capacité d'avoir des empathies et de l'empathie pour des personnes qui sont capables de ressentir la douleur ou la vie de façon subjective et d'agir en conséquence. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions dans le public, des réactions, des questions pour Franck ou Kanita? On a un petit peu de temps pour... Ouais. Je vais passer... Désolée, je marche pas très vite, j'ai une petite fracture. Ouais, je voulais rebondir sur la représentation des racisés dans la lutte du spécisme, mais aussi dans le sexisme, dans l'écologie. Il y a un peu tout ce truc c'est un truc de bobo gauchiste, et du coup souvent de blanc, mais parce que du coup, racisés, il y a aussi beaucoup ce truc ça reste des gens de banlieue qui n'ont pas forcément le temps de s'intéresser à ces sujets parce qu'ils ont d'autres problèmes économiques, familiales et tout. Et voilà, je trouve qu'il y a aussi ce problème de représentation parce que on donne pas encore les ressources nécessaires à toutes les personnes qui sont de banlieue ou même au-delà des personnes racisées, ce qu'on appelle les bofs et les barbares, les gens de campagne où on donne pas tous ces outils de compréhension des luttes racistes, sexisme et spécistes. Et du coup, effectivement, il faut faire attention quand on est dans ces luttes-là, de pas dénier un peu les autres luttes, donc notamment la lutte décoloniale, raciste ou sexiste, parce que ils sont pas encore dans le spécisme. C'est tout le problème de l'intersectionnalité, c'est que même si on veut avoir une convergence des luttes, il y a toujours une priorisation de certaines luttes selon l'affinité de chacun, et il faut faire attention à respecter aussi la priorisation de certaines luttes. Bon, voilà, c'était pas une question, c'était plus une remarque pour rebondir à ce que tu disais, Franck. Une autre question derrière, donc je repasse le micro. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, merci pour le commentaire. Je pense qu'on est tout à fait d'accord, et autant on fait pas de hiérarchisation, on est contre la hiérarchisation de tout système de domination, voilà. Et on est contre aussi la hiérarchisation de dire qu'un combat est plus important qu'un autre. Par contre, on y voit un intérêt et des vraies portes de dire que quand on a la capacité, et pas intellectuelle, mais vraiment la place, le moment, et voilà, chacun est à des étapes différentes de compréhension et de sensibilité à des choses. À un moment, on se rend compte que tout fait sens, parce que quand on se rend compte que tout système de violence devrait être banni
juste parce qu'il est fondé sur rien. Je veux dire, il y a une époque, les bébés, ils n'étaient pas anesthésiés. On disait qu'ils pleuraient, c'était normal. C'est juste une aberration. On ne devrait pas faire du mal à un bébé. On ne devrait pas faire du mal à un enfant. On peut parler de la lutte pour le droit des enfants, pour le droit des femmes. Si en fait il était admis que même un animal, on ne lui fait pas de mal parce qu'on ne devrait pas le dominer, parce qu'on considère qu'on est supérieur et qu'on peut faire ce qu'on veut avec sa vie pour l'utiliser. Si on fait pas de mal à un animal, on fait pas de mal à un bébé, à un enfant, on fait pas de mal à une femme, on fait pas de mal à quelqu'un parce qu'il est d'une minorité ethnique ou parce qu'il est racisé. En fait, bon après là c'est mon côté un peu utopiste, mais tous ces combats se rejoignent si on fait de mal à rien, même je veux dire à la nature, à notre mère nature. Si on arrive à pousser la réflexion au bout et de voir qu'il y a une approche commune de base de compassion et de compréhension, ça se rejoint. Donc on est tous d'accord. Après, on a des priorités ou des axes d'approche différentes, mais bon, on est d'accord. Et puis je pense qu'on n'est pas né vegan, et c'est aussi certains combats qui ont permis d'arriver sur ça. Voilà. Moi, le fait que ça m'ait tellement parlé, cette vidéo dont je parlais sur le professeur, c'est de me dire, bah oui, moi en tant que femme, il y a un moment, j'aurais pas été tolérée là. Mais c'est pas juste. En tant qu'asiatique, j'aurais pas été tolérée là. Je sais que dans mon travail, encore, j'en parlais avec des gens de mon équipe, quand je suis arrivée, je suis DRH, ils se sont dit, ah oui, bon c'est l'industrie, hein, mais ils étaient un peu surpris quoi. La petite nana là, c'est notre DRH. Ok, bon, c'est bizarre, on n'a jamais vu d'asiatique au comité de direction. Donc forcément, après, quand j'ai vu la porte du spécisme que je ne connaissais pas avant, bah ça m'a parlé. Mais enfin voilà, c'est des étapes. Je me permets juste de rebondir du coup sur ce que tu as dit tout à l'heure, par exemple sur la hiérarchisation lorsqu'il y a eu le Nouvel An chinois ou des choses comme ça. Tu as dit une phrase qui était intéressante, on va pas faire de politique, mais personnellement je trouve que le sujet est hautement politique en fait. Il n'est pas partisan, mais il est hautement politique, parce que les personnes qui vont hiérarchiser justement les descendants d'immigrés, ou qui vont mettre des cases le vegan, c'est un bobo blanc, c'est pas réservé aux barbares et aux banlieues, comme disait la personne devant moi. C'est toujours les mêmes, en fait. Ça va être des gens qui prônent un système libéral ultra-capitaliste basé sur la croissance perpétuelle, qui vont hiérarchiser les êtres humains entre eux. Et c'est là où aussi la convergence des luttes se fait, en fait. C'est-à-dire que, finalement, que ça soit dans les luttes racistes, sexistes, spécistes, l'ennemi est souvent le même, en fait. C'est-à-dire que c'est une vision de la société qui est politique, qui est organisée, qui combat ces mêmes personnes, qui combat ces mêmes lieux, en fait. Donc je voulais juste me permettre de dire que si le combat, il est politique, même s'il n'est pas partisan, il est politique, et l'ennemi, c'est celui qui va toujours nous parler d'anti-wokisme, qui va hiérarchiser nos combats, parce que nous, on les hiérarchise moins qu'eux, en fait. C'est eux qui vont nous mettre dans des cases, et c'est eux qui vont essayer de créer des barrières entre nos luttes, en fait. Merci beaucoup pour cette réaction. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, réactions, retours d'expérience Est-ce que vous avez un mot de la fin, peut-être, Kanita et Franck? Kanita, dites des choses intelligentes. Je vais être là, je vais dire honneur à notre invité, Franck. Allez, Franck. Kanita vient de parler, donc à toi. Déjà, merci de m'avoir invité et à tout le monde de s'intéresser à ces thématiques-là et à comment conjuguer ces différentes luttes et comment savoir qu'elles se rejoignent. Effectivement, ce qui est important, c'est dans ces luttes-là, par exemple dans la lutte antispéciste, c'est de n'oublier personne, et ça compte dans la représentation, mais également l'éducation, et de donner aussi la parole à des personnes qui permettront aussi de pouvoir toucher leur communauté propre, que ce soit des communautés, par exemple aux États-Unis, il y a un collectif qui s'appelle Hip Hop is Green, qui va à la rencontre des jeunes qui vivent dans les ghettos et qui organisent des activités, éduquent
à l'empathie animale et propose de l'alimentation végétale, soit très bas prix, soit gratuite. Et donc c'est aussi des initiatives comme ça qui permettent de créer du lien et de comprendre et de rendre le discours le discours qui vise à diviser et à rentrer chacune des luttes dans des cases obsolètes. Voilà, donc soutenons-nous, faisons en sorte que tout le monde ait sa place et se sente et puisse prendre la parole et voilà. Merci pour cette petite phrase de fin. Kanita, un petit mot de la fin. Alors, je pense que Kaya va le dire, mais je vais le dire quand même. Merci beaucoup, Franck, d'être là avec nous. C'était important pour nous d'avoir ce sujet mis sur la table ronde. Ce festival se veut principalement antispéciste, c'est ce qui nous a porté pour l'organiser. Mais bien sûr, on a, comme on dit, plein d'autres combats en parallèle. Et on est très fiers de pouvoir porter ce genre de message et semer des graines auprès Alors bien sûr, il y a beaucoup de véganes, on est très contents, mais voilà, on sait que ça peut planter des graines sur d'autres combats et puis ça peut sensibiliser aussi des non-véganes. C'était important pour nous d'avoir ce sujet. Je pense que vous avez constaté, si vous avez pu faire un petit tour sur le marché ou si vous avez regardé la programmation, que sans le faire exprès, mais parce que vraiment c'est des choses qu'on porte et que et voilà, ça s'est fait naturellement. On a une diversité auprès des exposants. Enfin, on a beaucoup d'exposants asiatiques. Bon, après, c'est la région aussi qui fait ça. Mais voilà, c'était important pour nous aussi de dire, même les asiatiques, on peut manger vegan les plats de notre enfance. Voilà, comme on peut manger afro. On a Mikaté aussi qui est là, qui est d'origine congolaise. Enfin voilà. On a Végétali qui est camerounaise. On a plein de choses. Sur notre tableau des artistes et des intervenants, on s'est rendu compte que c'était presque quasiment exclusivement féminin, à l'exception de Franck. Mais voilà, c'est une belle diversité et on voit que ça a un vrai impact parce que, j'espère que vous le ressentez, mais c'est vraiment des moments qui sont libres, qui sont joyeux. Même les exposants qui sont pas véganes, ils vont nous dire c'est vraiment un événement particulier où on sent qu'il y a cette espèce de bienveillance qui va au-delà de ce qui existe dans d'autres festivals, etc. Donc merci de participer à tout ça. Et puis pour finir, tu voulais une phrase, hein, tu voulais une super phrase choc. Oula. Ouais, punchline. Je dirais que une fois qu'on ouvre un petit peu son cœur, son esprit sur la compassion, on a tout compris. Et la convergence des luttes vient naturellement. C'était très beau, merci. Merci beaucoup à vous deux pour cet échange. Merci Franck d'avoir fait le déplacement et d'avoir accepté de participer. Merci Kanita, merci de co-organiser ce festival. Je suis très fière de faire partie de l'équipe de bénévoles. Merci aussi au public d'avoir assisté à cet échange. Merci pour vos participations.